Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. Comme tous les lundis, tous les jeudis à 20h30, on se retrouve pour une demi-heure de football. Écoutez, ce soir c'est une émission un petit peu particulière parce que c'est la trêve internationale, qu'il n'y avait pas une actualité qui écrasait le football européen. Donc ce soir, j'ai décidé que finalement le sujet, c'était vous qui allez le fixer dans les commentaires. Donc, écoutez, merci d'être là déjà. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui veulent qu'on parle du Barça et ses 150 millions de contrats à liquider. Donc, ouais, effectivement, on peut en parler. Italie-Angleterre aussi, ouais, effectivement. Qu'est-ce que ça peut donner ? Et puis voilà, et puis plein d'autres sujets. Si vous avez envie, si vous arrivez dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est ouvert, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, écoutez, je sais pas, est-ce que vraiment vous voulez qu'on parle du Barça ou pas ? Parce qu'on peut en parler. En ce moment, ils sont vraiment dans la panade. Et j'ai un petit avis là-dessus. Bien sûr, j'ai toujours un avis, surtout quand il s'agit du Barça. Le Barça est un outil éminemment politique en Catalogne et en Espagne. Donc les dérapages que le Barça a fait ces derniers temps, malheureusement, sont dus au fait que ce club est bien plus qu'un club. Ils ont absolument raison quand c'est marqué Mesqueun Club dans la devise du club. Ce club est un emblème politique, c'est le représentant numéro 1 de l'identité catalane, parce que c'est le plus médiatique à travers le monde. Donc, et c'est ça finalement qui pousse les dirigeants à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire avec un club de foot, parce que c'est bien plus qu'un club et que lorsque le Barça est en manque de résultats ou devient la risée un petit peu de l'Europe, comme c'était le cas sur la fin du règne Messi, je vois, il y a Messi qui veut revenir, mais jamais ils vont pouvoir le reprendre, effectivement, à moins que Messi vienne gratuitement, ça c'est possible, mais sinon, je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient le reprendre, parce que là, ils veulent carrément annuler le contrat de Gavi, parce que a priori, ils ont pas d'argent pour enregistrer le nouveau contrat de Gavi. Donc, a priori, Gavi va être libre à la fin de saison. C'est ça qui est prévu. Alors, encore une fois, c'est les bijoux de la les bijoux de la couronne, le Barça avec le Real. Donc, est-ce que la Liga ira jusqu'au bout de ses sanctions ? J'espère. Parce que même pour le Barça, ce serait bien qu'ils prennent une sérieuse remise en place et qu'ils reviennent à des normes un petit peu, on va dire, quant aux régulations financières, de contrats et même de règles, parce qu'on voit bien que, très honnêtement, Negreira, c'est ça, s'il a été payé plusieurs millions d'euros juste pour faire un rapport sur le fait que lors de PSG-Barça, le Barça a été favorisé par l'arbitrage, c'est plutôt pas mal comme type de rétribution. Donc voilà. Donc ce club, malheureusement, prend des décisions qui ne sont pas normales et qui sont vraiment... qui de temps en temps enfreignent les règles. Malheureusement, ils les enfreignent souvent et enfin, on le voit. On va dire que les 10 ans les 10 dernières années du Barça sont quand même très très pénibles, on va dire. Ok, il y a eu la victoire en 2015, mais depuis 2011, c'est compliqué. Il n'y a pas que ça, ils ont moins de 200 millions de bénéfices. Aussi, oui, de toute façon,
Encore une fois, là, ils en sont au 8e levier financier. Ils hypothèquent des droits télé du futur. Bientôt, ils vont hypothéquer les enfants des joueurs. Enfin bref. Donc pour l'instant, malheureusement, ils font un peu n'importe quoi. Ils essayent de s'en sortir parce qu'ils veulent absolument rester au sommet. Alors, ce qu'ils arrivent à faire pour l'instant, parce que le recrutement était quand même très très ambitieux pour un club qui n'a pas d'argent. Mais malheureusement, ça risque de les rattraper quand même. Parce que je pense pas que M. Negreira a été rétribué plusieurs millions d'euros juste pour remplir une fois de temps en temps un rapport sur l'analyse de l'arbitrage de certains matchs. Je pense que c'était plus que ça. Potentiellement, je suis pas en train de dire qu'il a payé des arbitres directement, mais je pense que c'était beaucoup de lobbying pour que le Barça puisse avoir un poids dans les institutions. Donc effectivement, il est grand temps que ce grand club, qui est un grand club, on va dire, qui a une comment dirais-je, une histoire européenne très récente, on va dire, en tous les cas en Ligue des Champions, vu que ça a commencé en 92, mais qui est quand même un très grand club, même à l'échelle de l'Espagne, bien sûr, toujours en rivalité avec le Real, même si le Real, bien sûr, est bien plus grand que le Barça, mais voilà. C'est effectivement... il est grand temps que ce club redevienne un club respectable. Parce que là, c'est scandale sur scandale sur scandale sur scandale. Et il n'y a pas de fumée sans feu, malheureusement. J'aimerais beaucoup qu'on m'explique que tout s'est passé de façon idyllique pour le Barça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour de vrai, le Barça enfreint énormément de règles, continue à en enfreindre énormément. Raconte des histoires sur ses revenus, voilà, et malheureusement, ça les rattrape. Quid de l'interdiction des Coupes d'Europe par l'UEFA ? Ouais, en fait, c'est le fait qu'ils aient payé le vice-président de la commission des arbitres donc le vice-président de la commission des arbitres en Espagne, qui fait en sorte que le Barça risque d'être sanctionné par l'UEFA d'une année de suspension de Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment pas le moment pour le Barça, vous le savez, parce que le Barça a besoin de liquidité, et sans Ligue des Champions, il y a énormément d'argent qui s'en vont, une trentaine, voire une quarantaine de millions, plus éventuellement, s'ils sortent des poules, beaucoup plus. On voit par exemple Milan, je prends Milan parce que c'est quelque chose que je connais bien, mais un quart de finaliste en gros, en fonction après des droits télé, etc., parce que de l'affluence devant les matchs, et des résultats aussi, mais Milan, a priori, pour aller en quart de finale, jouer les quarts de finale aller-retour, va prendre à la fin de la saison quelque chose comme autour de, ils disent, 90 millions d'euros. Donc c'est énorme dans le budget d'un club. Juste pour vous rappeler, le budget salaire, la masse salariale du Milan, c'est 148,5 millions d'euros. Donc si vous avez déjà 90 millions d'euros qui viennent de la Ligue des Champions, je vous laisse imaginer quel impact ça a sur vos finances. Alors, il faut savoir que le Milan a une très petite masse salariale. Donc effectivement, c'est pas représentatif, c'est pas du tout la masse salariale du Paris Saint-Germain, du Real, du Barça ou des trucs comme ça, mais quand même c'est important, c'est très important. Donc voilà, donc effectivement il pourrait être sanctionné. Alors il faut savoir aussi en plus que le Barça est en guerre ouverte avec l'UEFA, bien entendu. Donc l'UEFA attendait, on va dire, la moindre écartade du Barça pour les sanctionner. Donc là ils ont absolument tous les droits, et vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis, on va dire, de la régulation sportive, de les sanctionner. Ils vont pas se gêner parce que le Barça est un fervent défenseur de la Super League, et s'ils arrivent à les suspendre de façon officielle et de les priver des revenus de la Coupe d'Europe, l'UEFA va pas s'en priver. Donc effectivement, en tous les cas, le procureur qui devait décider lundi, je crois que c'était lundi, s'il y avait suffisamment de faits établis pour pouvoir continuer l'enquête et ouvrir un procès, a décidé de le faire.
Donc tous les clubs de Liga se sont portés partie civile contre le Barça, et chaque jour il y a des nouvelles révélations. Alors Negreira a priori offrait des cadeaux un peu bizarres aux arbitres de Liga, type du jambon, du jambon, vous savez qu'en Espagne le jambon ça peut coûter très très cher, hein. Donc voilà, c'est pas du jambon Carrefour, du jambon Carrefour, Monoprix ou Auchan, hein. Ça y est, j'en ai cité 3. Donc voilà, donc effectivement c'était un peu, enfin c'est un peu bizarre, quoi. Des ballons, des raquettes de plage, des trucs de l'espace. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils allaient, mais voilà. Piqué est convaincu de l'innocence du Barça d'après l'équipe. Ouais. Alors Piqué, il faut savoir que son grand-père est un dirigeant historique du Barça, que probablement Piqué deviendra, en tous les cas c'est son ambition, président du Barça. C'est un Catalan indépendantiste fervent. Donc j'ai pas d'avis sur Piqué. Enfin, j'ai un avis sur Piqué, mais je veux dire sur la personne. J'ai pas d'avis sur Piqué. Une chose est sûre, c'est qu'en tous les cas, il est partie prenante là-dedans. Lui, il a bien conscience de l'importance politique qu'a le Barça. Donc ils vont de toute façon, il va les défendre corps et âme jusqu'à la fin, parce que ça sert la cause qu'il défend. Donc voilà. Donc Piqué, c'est un petit peu particulier. 6-1 Barça PSG dans la ligne de mire d'ailleurs. Oui, alors en fait, c'est juste que Negreira a écrit un rapport pour le Barça, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui faisait état de l'arbitrage lors du match PSG-Barça, enfin Barça-PSG en l'occurrence, et il expliquait, a priori, donc il a été payé pour ça, entre autres, et il expliquait que donc a priori, il devait y avoir penalty sur Di Maria, bon bah oui, tout le monde le sait. Il y avait pas de penalty sur Suarez, bah oui, tout le monde le sait. Il y avait probablement un deuxième jaune et un carton rouge pour le Barça, 2 fois, hein, parce que donc a priori sur le penalty de Di Maria, lui il dit qu'il y a carton rouge aussi en plus, et que ni le penalty ni le carton rouge n'a été donné, alors qu'à l'époque le Barça menait 3-1. Et donc à la 87e minute, il y a le penalty de Suarez qui est sifflé et qui n'a pas lieu d'être. Même lui le dit, c'est pas un penalty. Donc c'est juste, voilà. C'est un peu... Bon, le PSG a perdu ce jour-là, et probablement que s'ils avaient eu plus de caractère, ils auraient pas perdu. Mais ils ont quand même reçu un sacré coup de main. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est pas anodin. C'est-à-dire que cet arbitre, Aytekin, je pense qu'il s'est troué ce jour-là, mais c'est plus que ça. C'est pas possible que ce soit à ce point-là. Il y a eu quand même des décisions arbitrales ce jour-là qui sont quand même très très marquées en faveur du Barça. Moi, personnellement, c'est pas la première fois que je remarquais ça. Dans toute la décennie 2010, les joueurs du Barça étaient intouchables. Dès que vous faisiez faute, très souvent, vous preniez des cartons rouges. Et eux, ils pouvaient être très, très, très engagés physiquement. Et c'était très rare qu'ils soient sanctionnés. Donc, il était très, très fréquent pour toutes les équipes, hein, même en championnat d'Espagne, le Real, etc., de terminer les matchs à 10. Et en Coupe d'Europe, c'était exactement la même chose. Et dès qu'il y avait une décision qui devait prendre une direction, probablement que ça prenait la direction du Barça. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que ce club-là est un grand club. Et franchement, en fait, ils ont terni l'image de ce club, qui est bien plus qu'un club. Donc voilà. Donc c'est un petit peu triste, je trouve, pour le Barça, parce que c'est un très grand club, et c'est vraiment pas bien ce qui se passe avec ce club. On va voir, hein. Chaque jour il y a une nouvelle révélation, donc j'ai hâte de voir jusqu'où est-ce qu'on va remonter le fil de la pelote, pour voir si effectivement il y a matière ou pas, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose que du Barça ? Dites-moi, hein, n'hésitez pas.
Si vous voulez qu'on parle d'autre chose que du Barça. Italie-Angleterre, j'ai pas trop d'avis. C'est vrai que je suis pas. Pourquoi ce genre de favoritisme arbitral n'est pas étudié et inspecté dès les jours suivant les faits? Alors, en fait, le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Et ça, c'est un sujet que je veux bien aborder. Alors après, on regardera la compo de l'Italie, mais c'est un sujet que je veux bien aborder, c'est la VAR. La VAR, en fait, il y a plein de gens qui critiquent la VAR. Parce qu'ils disent que c'est pas infaillible. Donc oui, je veux bien, c'est vrai, c'est pas infaillible. On est passé probablement à quand même beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Hein. Un hors-jeu, c'est un hors-jeu maintenant. Hein. C'est-à-dire 1 millimètre ou 2 millimètres, c'est hors-jeu. Donc voilà, c'est comme ça. Et en même temps, moi, ça me dérange pas vraiment, c'est juste une règle. Donc si t'es hors-jeu, t'es hors-jeu. Si t'es pas hors-jeu, t'es pas hors-jeu. Voilà. Après, peut-être qu'il faudrait définir vraiment exactement, et c'est en train de se faire, hein, quelles sont les parties du corps qu'on juge. Donc voilà, là en ce moment maintenant c'est pour l'attaquant toute partie du corps qui pourrait servir à marquer, et pour le défenseur le dernier, je crois que c'est le dernier membre en fait. Donc voilà, donc ça commence à se préciser, et la VAR en fait empêche ce qui a gangréné la décennie 2010 en Coupe d'Europe, mais pas que, aussi en championnat. Parce qu'en fait c'est comme un espèce d'anticipateur, je sais pas si ça se dit, des erreurs. C'est-à-dire que, en fait, parce qu'il y a la VAR, vous ne pouvez plus avoir ce genre de malversation. Parce que, en fait, le penalty de Di Maria à la VAR, il aurait été sifflé. Le penalty de Suarez à la VAR, c'est sûr, il aurait été refusé et déjugé. Donc, c'est ça le truc, en fait. C'est que maintenant, en fait, avec la VAR, oui, peut-être que la VAR, dans les actions qui restent, de temps en temps, se trompe, parce que même avec la VAR, des fois, ils prennent des décisions qui sont peu logiques ou qui prêtent encore à interprétation. Ça, je suis d'accord. Mais les grandes fraudes, comme, je sais pas, ce qui a pu se passer entre l'Italie et la Corée du Sud, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2002, où effectivement les très nombreux penalties dont a bénéficié, je sais pas, je reprends toujours les mêmes exemples, mais le Real contre le Bayern en Ligue des Champions pendant les années 2010, où les très nombreux penalties que le Bayern n'a pas eu, ou les hors-jeux qui ont été sifflés qui n'auraient pas dû, ou des choses comme ça. En fait, tout ça, ça n'est plus possible en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est impossible en fait de faire ça, ce qui fait que probablement que le football n'est pas propre encore. C'est le sport numéro 1 au monde, c'est celui qui a le plus d'influence politique au monde. Donc oui, probablement que le foot n'est pas propre et qu'il y a peut-être d'autres moyens d'influencer les résultats d'un match. C'est possible. Ça n'empêche que les arbitres, l'arbitrage direct d'un match, ça va être très très compliqué à manipuler. Il reste encore les fameux cartons sur les matchs précédents. Ça, c'est encore des trucs qu'on peut voir. C'est-à-dire que si effectivement vous avez un joueur qui peut être sanctionné d'une suspension contre un club potentiel qui ne voudrait pas que ce joueur joue ce jour-là, oui, peut-être que ça, vous pouvez encore avoir des cartons jaunes qui sont sortis un peu de façon très très arbitraire sur les matchs précédents, un gros choc contre telle ou telle équipe, pour que votre meilleur joueur soit suspendu. Ça arrive encore, et en tous les cas, j'ai eu l'impression de le constater de temps en temps, et de me dire, ouais, c'est très bizarre quand même, tel joueur de mon équipe, ou de telle équipe, prend énormément de cartons jaunes, juste avant un très gros match contre une très grosse équipe. C'est très bizarre. Donc voilà, c'est des cartons jaunes qui sont pas mérités, c'est des choses, là, récemment, Raphaël Leao a pris 2-3 cartons jaunes où tu te dis, ouais, c'est très bizarre qu'ils les mettent, ces cartons jaunes, il n'y a aucune raison qu'ils les mettent, et résultat, derrière, le match suivant, il était suspendu. C'est des choses qui sont encore, où j'avoue, j'ai encore des doutes, parce que ça, la VAR ne va pas corriger ça. Donc voilà, parce que la VAR n'intervient que dans certains cas, en l'occurrence potentiel carton rouge, potentiel penalty, hors-jeu, et puis but. Donc voilà, ou faute flagrante, faute très flagrante, c'est-à-dire potentiel carton rouge.
Donc voilà, donc c'est erreur manifeste aussi. Ouais, erreur manifeste. Donc voilà, donc effectivement, c'est un peu particulier, quoi. Donc oui. Alors, petite astuce, il y a les matchs qualif Euro en direct sur le site L'équipe, et c'est pour un Juve Milan. De quoi? C'est-à-dire, c'est pour un Juve Milan. Le match où il est suspendu. Ah non. Non, c'était pas contre la Juve, mais c'était contre la Fiorentina. Donc, Matteo Retegui, tu le connais? Bah écoute, non, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe d'Italie que je connais pas, en fait. Changeons un petit peu de sujet. Après la VAR, moi je suis très content de l'arrivée de la VAR, juste je termine là-dessus. Je suis vraiment très content de l'arrivée de la VAR. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit parfait. En revanche, il y a un truc qui est vrai, c'est que je dors bien le soir, à la fin des matchs, je ne me dis pas, tu t'es fait rouler dessus, c'est sûr et certain, il y a eu une malversation, parce qu'en fait, tout est contrôlé, plus ou moins, et il n'y a jamais de très grosses erreurs qui passent au travers. Donc voilà. Alors, Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Retegui, Pellegrini. Bon, bah, on connaît tout le monde, à part Retegui. Est-ce que quelqu'un dans le chat connaît Retegui? Parce que ça, ce serait intéressant. Matteo Retegui. Je ne sais absolument pas qui c'est, Matteo Retegui. Je suis désolé, hein, j'aimerais beaucoup. En même temps, Mancini, et ça, c'est aussi un sujet intéressant, c'est que Matteo Retegui, qu'est-ce qu'il nous fait? La curieuse attraction de la nationale. Alors, Matteo Retegui, où est-ce qu'il joue? Italie, nanana. Il évolue en Argentine. Ok, d'accord. Tu connais, toi, au Cotonou, au Tigres? D'accord, ok. Non, je connais pas du tout. Alors après, il faut que les gens dans le chat d'origine argentine m'arrêtent si c'est le cas. Mais en Italie, en Argentine, je pense qu'à peu près 60% des gens sont d'origine italienne. Allez, peut-être 50. Donc probablement que oui, effectivement, il y a un vivier en Argentine pour la nationale. Et c'est là où finalement le sujet est intéressant aussi. Bah, ce soir, voilà. Ce soir, on digresse. Hein. On a commencé avec le Barça, on a continué avec la VAR. Là, maintenant, on va digresser vers la formation en Italie. Donc voilà. Alors voilà, Okutonjo, qui est argentin, nous dit non, c'est 99% des gens qui sont d'origine italienne. Oui. Alors t'oublies, non, je vais pas le dire, mais oui. Et 1% de Suisse et d'Allemand. Voilà. Merci, c'est bien. T'as à peu près dit ce que je voulais dire. Donc voilà. Il y a eu une grosse immigration vers 46, 47, 45. Bref. Donc oui, effectivement, la formation italienne, parce que là on voit le réveil des clubs italiens. Alors c'est vachement bien. Moi, je suis très très content. Vous le savez, la Serie A a un super niveau, c'est très divertissant. Je sais que il y a certaines personnes qui sont là, qui écoutent ça, ou qui vont écouter ça en podcast, qui vont peut-être sourire quand je dis que la Serie A est très divertissante. Après, il suffit de regarder les matchs. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'équipes, excepté peut-être la Juve, qui est toujours très très minimaliste dans le jeu qu'il développe. Mais sinon, toutes les équipes, même les petites équipes, hein, même les Bologne, les Empoli, les équipes comme ça joue au foot. Même, je sais pas, Sassuolo, tout ça, ça joue au foot vraiment. C'est vraiment agréable. C'est vraiment un super niveau. Donc voilà, et c'est pour ça que la Serie A a ses résultats en Coupe d'Europe. C'est pas un hasard, c'est parce que ça joue au foot. Et en l'occurrence, le problème, c'est que c'est pas avec des joueurs italiens que le football italien est en train de s'en sortir. Le football italien est en train de sortir de la crise, on va dire, avec des nouveaux investisseurs, énormément de nouveaux investisseurs, en particulier américains. Des Comiso, des Fredkin à la Roma, les Elkann, en tous les cas General Motors et Elkann donc à la Juve, les Fredkin donc à la Roma, Comiso à la Fiorentina, etc. Bref, énormément d'investisseurs américains, même à l'Atalanta aussi. Hein, c'est aussi un investisseur américain.
Donc l'argent vient de l'extérieur déjà, donc ça n'est pas de l'argent italien. Ça c'est pas très grave, mais ça dénote une certaine volonté. L'Inter, hein, bien sûr, qui est aux mains d'investisseurs chinois. Le Milan, qui est aux mains d'investisseurs américains maintenant aussi, Redbird Capital. Elliott aussi, avant, était américain. Donc c'est de l'argent qui vient de l'extérieur de l'Italie. Et les joueurs qui sont recrutés, qui font gagner, ne sont plus italiens. Très honnêtement, si vous regardez un petit peu tous les clubs, hein, les clubs stars, les stars sont pas italiennes. Je sais pas, on prend la Roma par exemple, c'est vrai que Pellegrini est bon, mais les deux stars c'est Abraham et Dybala. D'accord ? Si on prend le Milan, il y a quasi pas d'Italiens titulaires. Avant il y avait Calabria, maintenant il y est plus. Il y a Tonali quoi. C'est tout. Il n'y a que Tonali titulaire dans cette équipe qui joue en équipe d'Italie. Donc c'est embêtant. Et on est les champions en titre. L'Inter, c'est à peu près la même chose. Il y a Di Marco, Barella, et puis c'est à peu près tout. Parce que devant, c'est Lautaro Lukaku ou Lautaro Dzeko. Au milieu, c'est avec Barella, c'est Brozovic, des gens comme ça. Donc effectivement, ok, il y a Cherby, oui c'est vrai, Okutonujo, t'as raison, en défense centrale il y a Cherby, ça va, je l'avais oublié. Mais sinon, à part ça, en gros, on prend l'Inter, c'est pas non plus pléthore d'Italiens qu'il y a. À la Juve, bon bah c'est un peu la même chose. Alors là, ils font jouer un peu les Fagioli, les Miretti, les petits jeunes comme ça, parce que il a pas le choix, hein, parce qu'Allegri il préférerait se couper les deux jambes que de faire jouer des jeunes. Donc voilà, mais parce que des gens comme Pogba, parce que des gens comme Chiesa, tout ça sont pas là, parce que sinon ils joueraient pas. Donc voilà. Et si on prend l'équipe de la Juve, si on retire les petits jeunes, bah en fait, il n'y a pas grand monde d'Italiens, à part Chiesa qui serait titulaire dans cette équipe. Donc voilà, il y a Locatelli et Chiesa. Parce que donc, Bonucci ne joue plus, hein, c'est tant mieux, c'est très bien. Donc voilà. Acerbi, le fait qu'il y ait un attaquant de pointe qui joue en D1 Argentine en dit long. Ouais, tout à fait. Des numéros 9, il n'y en a pas, quoi. Ils sont obligés d'aller chercher des Gagliardini à la Samp ou des trucs comme ça. Des joueurs qui... C'est très compliqué, quoi, de jouer. Hein. Ok, bien sûr, il y a le capitaine de la Lazio. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et Mancini est obligé de faire jouer des gens qui, par exemple, étaient en deuxième division. Des jeunes qui sont en deuxième division, il les convoque dans l'équipe d'Italie. Équipe d'Italie. Tu es obligé d'aller chercher des joueurs en Série B ou en Championship anglaise. C'est compliqué, ou un numéro 9 qui vient d'Argentine. Donc c'est complexe, effectivement, et le football italien de club s'en sort par des investissements étrangers et avec des joueurs étrangers, et je reviens encore dessus, mais c'est toujours ce decreto Criscito qui réduit les charges sur les joueurs étrangers. Alors, encore une fois, c'est pas unique au football, hein. C'était pour attirer les talents en Italie. Donc voilà, et rendre compétitives les entreprises italiennes pour recruter sur le marché international des gens à fort potentiel. Donc toutes les entreprises. Les clubs de football étant des entreprises comme les autres, ça leur bénéficie aussi. Ça veut dire qu'ils sont effectivement, ils ont un abattement fiscal sur les charges sociales liées aux joueurs qui n'ont pas joué les 5 précédentes années en championnat d'Italie. Donc voilà quoi. Oui, effectivement, si on prend un petit peu où sont les Inzaghi, les Luca Toni, Balotelli, Baggio, Vieri, c'est clair, il y a eu Del Piero, hein, tu pourrais citer aussi Del Piero, il y a eu un problème, ou Totti, ou etc. Bon bref, but de l'Angleterre. Pourtant l'Italie était en très 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 bonne, sur une très bonne période face à l'Angleterre, hein. Je crois qu'ils n'avaient pas perdu leurs 6 derniers matchs. Mais je pense que les Anglais, là, ils ont envie de se venger de la finale, parce que les Anglais, après, ils me font marrer, les Anglais, parce que c'est pas que je les aime pas, mais la finale de l'Euro, ils te disent à la fin de la finale, c'était nous les meilleurs. Ok, mais t'as perdu l'Euro.
Le quart de finale de Coupe du Monde, là, de la Coupe du Monde 2022, c'était eux les meilleurs. Ok, mais t'es pas allé en demi-finale. donc voilà. La précédente Coupe du Monde, c'est pareil, ils avaient une super équipe, c'est pas de leur faute, etc. Ils auraient dû gagner. Ouais, vous auriez toujours dû gagner, mais depuis 66, vous n'avez pas gagné une Gambardella. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est-à-dire que même une équipe d'Italie éclatée au sol va gagner un Euro. Parce que honnêtement, l'équipe d'Italie, hein, on le voit bien, il y a 11 joueurs, et encore, il y en a peut-être 9, puis après, il y en a 2, ils sont là un peu par hasard. Donc voilà. Même une équipe d'Italie éclatée au sol va gagner un Euro. L'équipe de France fait victoire en Coupe du Monde, finale de l'Euro, enfin non, pas finale de l'Euro, si, finale de l'Euro 2016, et refinale de Coupe du Monde, plus au milieu un quart de finale d'Euro. Donc voilà, donc c'est ça le truc, c'est que les Anglais, malheureusement, alors oui, ils ont toujours la meilleure équipe, mais ils gagnent jamais. Donc je pense sincèrement que ça a à voir avec leur sélectionneur. Il faudrait vraiment qu'ils passent à quelqu'un qui est un winner, ça leur ferait du bien. Et je ne sais pas s'ils en ont en stock, donc on verra bien, mais j'espère pour eux qu'ils en trouveront un. En tous les cas, je pense que oui, Italie-Angleterre, ils vont se venger, ça c'est clair, parce que les Anglais dans les matchs amicaux là, comme ça, les qualifications toutes pourries de l'Euro. Oui, je sais, je suis très très constructif avec le football international, mais vraiment ça m'intéresse pas. Je trouve le niveau super nul. Donc voilà. Et cet après-midi, je réfléchissais. Je pense sincèrement que Lens, on va dire dans les 4 grands championnats. Parce que donc il n'y a pas de 5 grands championnats, hein, juste, c'est une aparté. Les 5 grands championnats n'existent pas, il y en a pas, il y en a 4. Le 5e, c'est une invention de la France, parce que si on regarde le palmarès européen du football français depuis 1950, donc depuis la création des Coupes d'Europe, c'est 2 Coupes d'Europe dont une qui n'existe plus. Donc je ne pense pas qu'on puisse considérer, sachant que la Roumanie a probablement plus de Coupes d'Europe que la France, ou que l'Écosse en a peut-être le double, ou des pays comme ça, ou même la Belgique. C'est vraiment... en fait, il n'y a que 4 grands championnats. Je prends n'importe quel club qui est dans les 6 premiers des 4 grands championnats, je pense qu'il déglingue n'importe quelle équipe. Alors, international. Je pense que vous prenez je sais pas, on va dire Tottenham par exemple, ne serait-ce que Tottenham, hein, qui est une mauvaise équipe, enfin qui est pas une bonne équipe. Tottenham, vous le mettez contre l'Argentine, championne du monde, ou contre la France, vous faites 10 matchs, je pense qu'ils en gagnent 8. Et c'est normal en fait, parce qu'ils jouent ensemble tout le temps. En revanche, oui, peut-être qu'il y en a 2 qui vont perdre sur les 10. Pourquoi ? Parce que en face, il y a des énormes individualités. Donc de temps en temps, les individualités, ça fait des différences qu'on ne peut pas contrer. Si Mbappé, Dembélé et Griezmann sont super chauds, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils vont vous marquer des buts. Si Neymar, si Neymar et tous ses copains les Brésiliens sont chauds un soir, ils vont peut-être gagner un match. Et pareil pour l'Argentine avec Messi, Lautaro, etc., etc. Donc oui, ça va arriver. Ils vont peut-être gagner 2 matchs sur 10. Mais si vous faites 10 matchs, c'est clair, Tottenham en gagne 8 sur 10. Parce qu'ils ont trop d'automatisme. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder le football international, parce que les mecs se croisent 8 fois par an, il n'y a aucune tactique, c'est que de la différence individuelle, c'est super relou, il n'y a pas de fond de jeu, c'est très très rare d'avoir des équipes qui jouent bien au foot. Alors il y a l'Espagne qui soi-disant joue bien au foot, mais c'est un soporifique, c'est-à-dire il n'y a jamais un tir, il n'y a pas une occasion, il n'y a rien du tout, c'est juste de la baballe, c'est épuisant. Et après c'est vrai qu'il y a eu quelques équipes de temps en temps qui fonctionnaient plutôt pas mal. Comme par exemple, je sais pas, l'Allemagne de 2014 était une très belle équipe à avoir joué, c'est vrai, mais c'est très rare, et c'est parce qu'ils avaient 5 ou 6 joueurs du même club, c'est-à-dire le Bayern, et c'est la seule raison pour laquelle il y a certaines équipes qui jouent bien, c'est parce que effectivement, généralement il y a des blocs équipes au sein de ces équipes nationales. Donc l'Espagne par exemple de 2008, 2010, 2012, 2008, 2010, 2012, qui gagne 2 € une Coupe du Monde d'affilée, il y a en gros, l'équipe d'Espagne, c'est 2 blocs. Il y a 6 joueurs du Barça, 4 joueurs du Real. Donc, forcément, oui, il y a un fond de jeu.
il y a effectivement il y a un fond de jeu parce que les métronomes de l'équipe, c'est Xavi et Iniesta. Et Xavi et Iniesta, autour d'eux, ils ont Jordi Alba, ils ont David Villa, ils ont des gars comme ça avec qui ils jouent tous les jours. Donc oui, il y a un fond de jeu. Et puis comme les autres joueurs qui venaient du Real, les Sergio Ramos, les Arbeloa, les joueurs comme ça, c'était des bons joueurs, ils se sont fondus directement dans ce fond de jeu. En fait, il n'y avait pas à en inventer un. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, vous prenez Ramos, enfin à la grande époque, hein. Prenez Ramos, vous le mettez au Barça à la place de Puyol. Je pense pas que ça pose problème en fait. Ça va pas, vous n'allez pas voir la différence. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il a fait dans l'équipe d'Espagne. Donc voilà. Oui, l'Italie forte avec la défense de la Juve, etc. Oui, effectivement. Ouais. Non, il faut un bloc équipe si vous voulez avoir un fond de jeu en équipe nationale. Si vous n'avez pas de bloc équipe, en fait, la France arrive à s'en sortir, même si le jeu est dégueulasse, mais parce que la France est une équipe qui a des individualités qui sont incroyablement fortes à énormément de postes. En 1 contre 1, on a certainement les joueurs les plus forts au monde. En tous les cas, en termes de densité. Hein, parce que oui, tu peux dire que, je sais pas, en 1 contre 1, tu peux considérer que Neymar est plus fort que tout le monde. Ok, d'accord. Mais au Brésil, ils n'ont pas autant de joueurs qui arrivent à faire des différences en 1 contre 1 que l'équipe de France. C'est pas possible. Dont un qui est injouable, c'est Mbappé. Voilà. Écoutez, il y a eu beaucoup de digressions ce soir. Ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. C'était un vrai plaisir. J'espère que ça vous aura intéressé parce que donc on est passé du Barça, après on est allé à la VAR, ensuite on est allé au football italien et la formation, on a un petit peu parlé de la sélection italienne et puis on a digressé vers la comment dire, vers le football international. Donc on a abordé beaucoup de sujets. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, et puis ou alors même sur Twitch. Et puis voilà. Puis de toute façon, on se revoit lundi soir en direct sur Twitch. Et puis, bien sûr, toujours à réécouter partout en podcast. N'hésitez pas. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, oubliez pas. Hein. Ciao les gars. Ciao.